Les amis, on se retrouve pour une vidéo importante puisqu'on va déterminer ensemble quel est le meilleur ETF S&P 500 pour le PEA. Il y en a trois qui sont très connus, que beaucoup de personnes utilisent. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à utiliser les ETF. Je les utilise aussi. Mais même si les ETF sont plus simples à gérer que des actions, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire les recherches et qu'il ne faut pas utiliser des critères pour sélectionner le meilleur. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour ça, on va utiliser 7 critères. On va regarder l'indice de référence puisque vous allez voir que parfois l'indice de référence n'est pas le même. On va regarder l'encours sous gestion, la performance de l'indice et la performance de l'ETF, puisque ici également il va y avoir une différence entre la performance de l'indice qui est annoncé et la performance réelle de l'ETF. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance de l'ETF. On va regarder les frais, évidemment, on va regarder le prix de la part et on va regarder la tracking différence. La tracking différence, je vous l'expliquerai en fin de vidéo, mais c'est tout simplement le fait que le gestionnaire de l'ETF va plus ou moins bien suivre l'indice et parfois ça peut être très positif pour nous puisqu'il va faire mieux que l'indice et parfois ça va être moins bien pour nous puisqu'il va faire un peu moins bien que l'indice en question et ça on veut éviter. Donc on va regarder ces 7 critères et on va regarder ça sur 3 ETF. Donc le Amundi PEA S&P 500 ESG, le ticker c'est le PE500 et vous avez le code ISIN ici pour être sûr de trouver le bon. On va regarder également le Lyxor PEA S&P 500. Le ticker, c'est le PSP5 et vous avez également le code ISIN ici. Et enfin, on va regarder le BNP Paribas S&P 500. Le ticker, c'est ESE et le code ISIN, vous l'avez ici. On va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, je vous explique comment ça va se passer. En fonction des différents critères, on va attribuer soit un point positif à l'ETF en question, soit un point négatif si les autres ETF font mieux. Dernière petite chose, vous pouvez récupérer cette map 100% gratuitement. C'est le premier lien en description et vous voyez, il y a pas mal d'informations. Comme ça, vous pourrez les avoir de votre côté simplement pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc, on est parti, on va regarder le premier critère et le premier critère, c'est l'indice de référence. Parce que oui, chez Amundi, ce n'est pas le S&P 500 classique qu'ils suivent, mais c'est le S&P 500 ESG+. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas un indice classique, mais un indice Smart Beta. Et pour rappel, le Smart Beta, c'est tout simplement le fait d'appliquer un filtre à l'indice. Et ici, on applique le filtre ESG. ESG, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne retrouve pas 500 entreprises, mais 314 entreprises, puisqu'il y a du coup 176 entreprises qui ne respectent pas les critères ESG et qui ont été exclues de l'indice. Donc on a un indice qui est un peu moins diversifié, avec environ 300 entreprises au lieu de 500. Au niveau de la répartition sectorielle de cet indice, on retrouve en première position la technologie avec quasiment 36%, puis la finance à quasiment 14% et enfin la santé. Ce sont les trois plus gros secteurs et au niveau de la répartition des actions à l'intérieur de l'indice, on retrouve les entreprises qui sont les plus connues. On a Microsoft, on a Apple, on a Nvidia, on a Google avec les deux actions, donc classe A et classe C, et d'autres actions que vous connaissez également. Mais vous voyez que sur les trois premières actions, on est déjà à quasiment 30% de l'indice qui est assez colossal. Ensuite, pour les deux autres ETF, à savoir celui de chez Lyxor et celui de chez BNP, on retrouve bien l'indice S&P 500 Net Total Return chez les deux ETF. Net Total Return, ça veut tout simplement dire qu'ils vont réinvestir les dividendes et ils vont être comptabilisés dans la performance de l'indice. On retrouve les 500 entreprises. Donc ici, c'est marqué un peu en petit, mais vous voyez, on a 500 entreprises et on a également 500 entreprises ici. Au niveau de la répartition sectorielle, on retrouve 32% pour la technologie, 13% pour la finance, 12% pour la santé et on a les mêmes secteurs ici avec 32% pour la tech, 11,72% pour la santé et 12,41% pour la finance. Donc globalement, pour ces deux indices et pour ces deux ETF, la répartition sectorielle est quasiment la même et on retrouve les mêmes entreprises ensuite, à savoir Microsoft avec 7%, Apple, Nvidia et ensuite on a également, pareil, Microsoft, Nvidia, Apple. Là on peut voir qu'il y a les deux qui ont été inversés. Donc vous voyez que malgré le fait que ce soit le même indice, en fonction de l'émetteur, on va avoir une pondération légèrement différente. Mais ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est qu'au niveau de l'ETF de chez Amundi, on a tout de même une répartition encore plus importante sur la technologie et encore plus importante sur les trois plus grosses entreprises de la tech. Donc c'est pour ça que pour ce premier critère, je vais enlever un point à celui de chez Amundi et ensuite je vais
donner un point à celui de chez Lyxor et à celui de chez BNP, puisque tout simplement le Amundi, on voit qu'il est plus concentré sur le secteur de la tech et encore plus concentré sur les big capitalisations, les plus grosses capitalisations de l'indice. Donc déjà que l'indice est concentré, ici le facteur ESG diminue la diversification et augmente la pondération sur les plus grosses entreprises qui représentent une partie très importante de l'ETF. Donc c'est pour ça que j'enlève un point ici. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'encours sous gestion et on est sur PEA et chez les 3 ETF, on a un encours sous gestion qui est largement suffisant. On a 1230 millions pour Amundi, 554 millions pour Lyxor et 2621 millions pour BNP. C'est largement suffisant, on a une liquidité sur les 3 ETF. Pas de risque de ne pas pouvoir revendre par exemple les parts de l'ETF. Donc je vais attribuer un point à chaque ETF puisque globalement il n'y a pas de risque ici. Donc on va mettre un point à chacun. Ensuite on va regarder la performance de l'indice. Et là ça va être intéressant puisqu'on a vu ensemble que l'indice n'est pas le même pour Amundi que pour Lyxor et BNP. On a le S&P 500 ESG+, et on a le S&P 500 classique pour Lyxor et BNP. Et donc, je suis allé retrouver les performances de chaque indice sur le site de S&P Global, qui est l'émetteur des indices. Et ce qu'on voit, c'est que le S&P 500 ESG+, ici en bleu, surperforme sur 5 ans. Donc, vous voyez, ici, on est sur 5 ans. Et il a une performance de 16,28% annualisée contre 14,57%. Donc, sur 5 ans, on a une surperformance du S&P 500 ESG+. Et si on regarde sur 10 ans, c'est la même chose. On a également une surperformance avec 13,32% de performance annualisée contre 12,31% de performance annualisée pour le S&P 500 classique. Donc pour ce critère, c'est assez factuel. On voit que l'indice de chez Amundi surperforme. Donc on va lui donner un point et on va enlever un point pour celui de chez Lyxor et celui de chez BNP. Malgré tout, j'aimerais vous alerter sur le fait que les critères ESG sont des critères assez récents et 10 ans commence à être un recul suffisant pour voir qu'il y a une surperformance et plus on va avancer, plus les entreprises vont devoir respecter des critères ESG. Et de toute façon, c'est une méga tendance, le fait que les entreprises soient de plus en plus vertes, soient de plus en plus responsables socialement. Donc, c'est globalement pas étonnant que la performance de cet indice ESG+, soit supérieure au S&P 500, mais ça reste assez récent, donc difficile d'avoir le recul nécessaire pour dire si oui ou non ça va surperformer sur les 20, 30, 40 prochaines années. Mais globalement, sur les 10 dernières, ça surperforme. Donc, on va attribuer un point supplémentaire à l'indice S&P 500 ESG+, qui est l'indice suivi par l'ETF de chez Amundi. D'ailleurs, aujourd'hui, je parle des ETF et j'utilise personnellement les ETF dans ma stratégie. Donc, pour rappel, ma stratégie, c'est la stratégie SPAC avec un socle passif et un portefeuille d'ETF optimisé et des actions de qualité sélectionnées pour avoir les meilleures entreprises du monde. Et si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, comment je la mets en place et comment est-ce que j'ai fait pour obtenir plus de 15% par an depuis que j'ai démarré, tout est dans cette vidéo. C'est l'atelier SPAC et le lien est en description. Donc tu peux aller le visionner, c'est entièrement gratuit. On vient de voir ensemble la performance des indices, mais la performance des ETF peut être légèrement différente. Donc on va regarder la performance de l'ETF de chez Amundi et ici on a assez peu de recul. On voit que sur 5 ans, on a 106,23% de performance. On va regarder sur les échéances de temps les plus longues. Donc ici sur 5 ans, 106,23%. Si on regarde chez Lyxor et qu'on regarde sur 5 ans pour pouvoir comparer par rapport à celui de chez Amundi, on est légèrement inférieur avec 104,7%. Et si on regarde chez BNP, eh bien on a une performance qui est supérieure. On est à 112,59%. Donc c'est là que c'est très intéressant de regarder la performance des indices, mais aussi la performance des ETF. Parce que rappelez-vous, on a vu que l'indice ESG+, surperforme le S&P 500 classique. Et l'ETF de chez BNP suit bien le S&P 500 classique, mais on voit que sur les 5 dernières années, la performance du fonds, donc ici le fonds c'est bien la performance de l'ETF, elle est supérieure à la performance de celui de chez Lyxor et également à la performance de celui de chez Amundi. Donc ça c'est très intéressant. Et si on regarde sur 10 ans, on a 306,58% pour l'ETF de chez Lyxor et 322,69% de performance chez BNP. Donc ici, le constat est assez simple. On va donner un point à l'ETF de chez BNP et on va enlever un point à l'ETF de chez Lyxor ici, puisqu'il fait une moins bonne performance. Et on va également enlever un point à l'ETF de chez Amundi.
Ensuite, on va regarder les frais de l'ETF. Donc au niveau des frais, il faut savoir que la performance annoncée au niveau des ETF est annoncée nette de frais. Donc c'est important de regarder les frais évidemment pour pas qu'ils soient exorbitants et que ça vienne justement grappiller la performance de l'ETF, mais pensez à regarder la performance de l'ETF avant de regarder les frais puisque ceux-ci sont inclus dans cette performance nette. Mais rapidement, si on regarde les frais, on voit qu'on a 0,25% de frais chez Amundi, 0,15% chez Lyxor et 0,12% chez BNP. Donc globalement, on va enlever un point à Amundi et au Lyxor et on va donner un point à celui de chez BNP puisque c'est celui qui a les frais les moins importants. Et en vrai, on va mettre un point ici aussi au Lyxor parce que la différence est vraiment très faible. Mais il faut savoir en fait que celui de chez Amundi avait des frais semblables à celui de chez Lyxor auparavant. Mais le fait d'être passé sur un indice ESG+, c'est un changement qui a été fait en début d'année 2024. Ils ont également augmenté les frais. Donc le fait qu'ils aient augmenté les frais fait qu'aujourd'hui, on enlève un point à l'ETF de chez Amundi. Ensuite, le sixième critère, ça va être le prix de la part. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder le prix de la part? C'est parce qu'aujourd'hui sur PEA, on ne peut pas acheter des fractions d'ETF. Donc quand vous avez un ETF qui a une valeur, un prix de 400 € par exemple, c'est compliqué pour la majorité des personnes. Donc l'idéal, c'est d'avoir un prix en dessous de 50 €. Comme ça, c'est assez simple. Et ce qu'on voit, c'est que les 3 ETF respectent ça. Donc on va attribuer un point à l'ETF de chez Amundi puisqu'il est à 42 €. On est à 44 € pour chez Lyxor et on est à 25 € pour celui de chez BNP. Donc globalement, c'est assez simple aujourd'hui d'acheter des parts de ces ETF. Il n'y a pas de limitation au niveau du prix. Enfin, le dernier critère, c'est la tracking différence. Donc pour rappel, la tracking différence, c'est tout simplement le fait que le gestionnaire de l'ETF va plus ou moins bien suivre la performance de l'indice. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une différence de performance entre celle de l'ETF et la performance de l'indice de référence. Ici, pour l'ETF de chez Amundi, on a tout de même une tracking différence qui est positive, donc légèrement positive, puisque vous voyez que depuis 2019, donc ça fait environ 5 ans, on a une surperformance de l'ETF d'environ 2,20%, ce qui est déjà très positif. Au niveau de chez Lyxor, donc on a beaucoup plus de recul, on démarre depuis 2014, donc on a 10 ans de recul, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une tracking différence également qui est positive, puisque l'ETF fait 306,58% et l'indice de référence fait 292,88%. Donc globalement ici, on a une très bonne tracking différence, mais c'est là où le BNP se détache pour moi, c'est qu'on peut voir ici que l'indice de référence fait 292,88%, exactement la même chose que celui de chez Lyxor, mais ils ont une tracking différence encore supérieure à celui de chez Lyxor avec 309,96%. Donc globalement, celui qui obtient la meilleure tracking différence, c'est celui de chez BNP, puisque on voit que chez Lyxor, on a une tracking différence très positive, mais elle fait moins bien que celle de chez BNP. Donc par rapport au comparatif, on ne peut pas lui attribuer un point par rapport à BNP. Et ensuite, au niveau de celui de chez Amundi, certes, la tracking différence est positive, mais c'est bien moins significatif et surtout, on a beaucoup moins de recul. Donc, pour être le plus juste possible, la tracking différence la plus intéressante aujourd'hui, c'est celle de chez BNP. Et c'est d'ailleurs, au final, le grand vainqueur de ce comparatif, puisque vous voyez que, mis à part l'indice de référence ici, où le S&P 500 ESG+ a une performance supérieure, on a bien des critères qui sont ouverts pour absolument tous les critères ici. Donc l'indice de référence avec une bonne diversification, on a un bon encours sous gestion ici, on a au final la meilleure performance au niveau de l'ETF, on a des frais qui sont les plus faibles par rapport aux deux autres ETF, on a une prix de la part qui s'élève à 25 €, donc c'est même la plus faible des trois, et on a une tracking différence qui est la plus élevée et qui nous donne de la performance gratuite quand nous, on est investi sur cet ETF-là. Donc globalement, si j'avais à choisir aujourd'hui un seul ETF S&P 500, ce serait celui de chez BNP. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, allez regarder toutes les données liées à ces ETF, mais voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les 3 ETF en regardant ces 7 critères. Factuellement, je pense que le BNP est le meilleur ETF S&P 500 pour PEA à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à récupérer les ressources en description. Et moi, je vous laisse avec ma précédente vidéo. C'est mon plan pour atteindre la retraite à 40 ans. Je vous la mets juste ici et je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.